Alors, cette élasticité que tu évoques, elle se produit aussi quelquefois au sein de l'œuvre elle-même, qui est une œuvre autogénérée quelquefois ou générative, dans laquelle avec lequel le spectateur ne va pas être en contact, comment dire, extérieur quelque part, mais il va être plongé dedans. Donc, des œuvres qui se déploient plus en temps réel. Est-ce que c'est une autre tendance, ça aussi? Je me rappelle une fois, j'avais posé la question dans une performance sensiblement à cette époque-là. Est-ce que j'avais dit à la personne à côté de moi, vous pensez que c'est du temps réel? Elle m'avait répondu avec un petit peu d'arrogance et on Oui. s'en fout. Et elle avait raison, c'est moi qui avais tort. Et c'est intéressant quand tu parles d'élasticité parce qu'on rapproche rarement l'élasticité. C'est toi qui en as parlé. Hein, Oui, oui, au oui, non, départ. mais tu le reprends et je vais poursuivre. C'est un terme que j'adore. Hein. On avait fait un tournage avec Cédric Villani, on a parlé de l'élasticité dans les mathématiques, dans la vie, dans le mouvement. Le mouvement en art, c'est essentiel. Hein. On en a parlé, on va en reparler. Quand tu parles d'élasticité dans la générativité, pourquoi? C'est parce que la générativité en art, qui induit parfois de l'interaction, comme avec des gens comme Antoine Schmitt, mais qui va permettre aussi à des artistes de faire des œuvres qui se passent des artistes et qui se déroulent dans le temps des spectatrices et des spectateurs, qui est autonome. On parlait déjà d'autonomie, encore une fois, dans les années 50, mais là, il va y avoir une forte tendance d'œuvres génératives où l'artiste, finalement, donne des règles, des limites, un petit peu de souplesse, un peu d'élasticité avec des valeurs aléatoires, et puis l'œuvre, il ou elle l'allume, et elle pourrait se dérouler sans jamais être similaire jusqu'à la fin des temps, si tant est que les ordinateurs tiennent, ce qui n'est évidemment pas le cas. Et ça, c'est vrai aussi avec ce qui va suivre ce travail de générativité des artistes du code, parce que la générativité, au début, c'est du code. Aujourd'hui, pas nécessairement, ou disons, ça peut être des patchs qu'on interconnecte, mais c'est une forme de programmation. La générativité, c'est toujours une forme de programmation, puisque finalement, on doit donner des contraintes à la machine à qui on donne de la liberté, et on est surpris, nous publics, mais l'artiste aussi, il est surpris, j'imagine, et ils sont surpris parce que la machine propose. Et c'est là où on collabore avec les machines, et c'est un petit peu ce qu'on fait ensemble avec Alain Thibault dans ces expos que l'on renouvelle. Et puis, il y a aussi quelque chose qu'on a oublié. Je viens de m'apercevoir qu'on n'a pas parlé de jeux vidéo. Alors, le jeu vidéo, c'est pareil, on va remonter très, très loin pour les premiers jeux en noir et blanc qui rentrent dans les foyers, le Pong, etc. Le jeu vidéo qui devient 3D avec cette époque qu'on appelle le multimédia, le mot un petit peu vieilli, les ordinateurs, les CD-ROM, les jeux vidéo, la 3D au cinéma, la 3D chez Pixar, la 3D dans les grands studios qui vont se constituer, le jeu vidéo qui se cherche et qui va créer plus de revenus que le cinéma. Les artistes aussi vont se saisir de ces possibilités et vont faire des œuvres donc qui se génèrent, puisque le jeu vidéo, c'est aussi une question d'interaction et de génération, avec la part de surprise, évidemment, parce que sinon on connaît la fin du film, et là on ne la connaît pas forcément. Donc les artistes vont se servir aussi de l'esthétique du jeu vidéo. Et c'est ça que je trouve très intéressant, c'est qu'il va y avoir des artistes qui vont, par la programmation, créer des choses qui tournent toutes seules. Comme un jeu vidéo, si on le laisse tout seul, bah, il peut être comme ça, dans l'attente, mais il n'est pas arrêté, il n'est pas à image fixe. Et des artistes qui vont donc utiliser les moteurs de jeu jusqu'à aujourd'hui, avec la part d'intelligence artificielle, de générativité, de génération automatique, etc., y compris de bots qui ont des allures humaines dont on ne sait pas s'ils sont dirigés par des humains ou des algorithmes. Donc ça crée des formes d'art, le jeu vidéo modifié, avec des moteurs de jeu comme Quake par exemple. Il y a des artistes qui ont émergé du détournement de moteurs de jeu, et encore aujourd'hui évidemment, avec Real Engine et d'autres. Donc tout ça, c'est aussi, encore une fois, des innovations, des esthétiques qui sont dans l'air du temps, des pratiques qui sont dans l'air du temps, des usages aussi qu'on va analyser les artistes et créer des œuvres qui n'étaient pas là avant. Oui, et d'ailleurs, un autre rapport du spectateur à son corps, avec un autre rapport du spectateur à son regard. Tu évoquais très brièvement, justement, quand on parlait d'interactivité, tout d'un coup, le rapport au corps qu'induisait l'interactivité. Parce qu'avant, justement, dans l'histoire, on avait un spectateur qui était réduit à un œil, bon, souvent. Après, tout ça a changé, mais quand même, le spectateur, face à ces mondes virtuels, face
à la réalité virtuelle ou après à la réalité augmentée, parce que beaucoup d'œuvres maintenant, bon, plus tardivement que la réalité virtuelle, se développent en réalité augmentée, disons, crée ou brouille la frontière complètement. Enfin, je veux dire, ça devient très confondant quelquefois et même vertigineux pour le spectateur de savoir où est-ce qu'il se situe par rapport à l'œuvre, par rapport à l'espace-temps dans lequel il est. Ce rapport au corps, justement, qui n'est pas nécessairement facile à vivre pour le spectateur tout le temps. Comment tu en parlerais dans tout ça? En effet, qui n'est pas tout le temps facile à vivre, puisque en fait, quand on parlait d'interaction, on le découvre, donc on doit apprendre à vivre les œuvres autrement que par le regard, même si déjà le regard en peinture, hein, si on revient à Velázquez et quelques autres, on est presque dans l'œuvre aussi, mais là on va vraiment rentrer dans l'œuvre avec notamment le virtuel, les premiers artistes qui vont se servir du virtuel, très compliqué, des labos de recherche. Mais plus que cérébralement, c'est-à-dire que là on a fait même, comment dire, de déséquilibre corporel quelquefois. Bien sûr, jusqu'au motion sickness, oui. On est dedans avec le casque, on ne sait plus où est l'œuvre. Il y avait avec Burtynsky, dont tu étais la commissaire ici, une œuvre qui était accrochée au mur et tu nous passais la tablette et elle s'augmentait. Là, on est dans la réalité augmentée. Les réalités mixtes qui sont virtuelles, augmentées, etc. Et puis c'est pareil, le virtuel naît de l'écran, il rentre dans le casque, mais déjà dans l'écran, moi je me rappelle de ce visage de Catherine Hickam qui me regarde et qui est comme ça avec moi. Et puis après avec les premiers casques dont j'ai fait les essais, ou la réalité augmentée avec Jeffrey Shaw qui nous montre un Golden Calf, un écran posé sur un socle. On prend l'écran, il faut poser le veau d'or sur le socle. Et on se rend compte en posant le veau d'or que finalement, on est en train de vénérer le veau. Donc c'est des œuvres, moi je me suis dit, mais waouh, quelle relation à l'histoire de l'art aussi de tous ces artistes, et puis qui nous projettent plus loin. Puis après, Hollywood aussi participe à l'imaginaire avec Ready Player One de Spielberg récemment. Tout ça se mélange et on a des œuvres, comme tu le dis, que l'on vit autrement avec le corps et où notamment il y a perte totale du corps, c'est-à-dire qu'on est, j'ai même envie de dire, on n'est pas dans l'œuvre, on est l'œuvre. Une perte de contrôle du corps quelquefois, voilà. Même. Oui. Donc là on réapprend régulièrement, ça dans l'histoire de l'art depuis toujours, on réapprend régulièrement notre rôle de spectatrice et de spectateur et notre expérience. Et c'est vrai qu'avec l'art se numérisant, on vit de plus en plus des expériences. D'ailleurs, dans le design, on parle beaucoup d'expérience, user experience. Et ben, dans l'art aussi, il y a ce côté expérience qui est essentiel avec la VR, avec la réalité augmentée, etc. Et ça ne fait que se poursuivre. Et j'ai toujours envie de dire que le meilleur est à venir. Ben justement, cette expérimentation, on la voit aussi dans cet art de modélisation, de prototypage qui se développe énormément avec la sculpture 3D, par exemple. Donc là, on a aussi des artistes qui flirtent beaucoup avec l'industrie, les arts appliqués, mais avec justement un but, bien sûr, j'imagine, tout à fait différent, qui n'est pas un but nécessairement de produire des objets fonctionnels et efficaces. Mais voilà, donc cet art qu'on voit de plus en plus, du prototypage et de la modélisation, est-ce que tu te parles, celui-là? Oui, comment tu le vois dans ce rapport à art et industrie, en fait? Oui, et art et industrie, art et mouvement, art et objet. Ta question est d'une grande richesse, ça renvoie à beaucoup de choses. Je dirais déjà, ce qui est intéressant, c'est qu'on parlait tout à l'heure du temps de l'image, des temps de l'image et du son. Il me semble que la sculpture vit aujourd'hui sa révolution, mais peut-être l'a pas vécu aussi immédiatement que l'image et le son, oui. Avec l'arrivée des personal computers. Il y a depuis longtemps des artistes qui travaillent le mouvement, la répétition, dans l'art cinétique par exemple. Mais le fait que avec le vent, avec le souffle, avec des mouvements d'élasticité, pour revenir à l'élasticité, mais aussi avec des moteurs déjà, donc avec l'électricité, avec les années 60, l'art cinétique. À partir du moment
où on va contrôler numériquement, notamment avec toutes les possibilités open source, ces moteurs. Là, il va vraiment y avoir un art du moteur, un art du contrôle. Et donc, on va dire que le contrôle du moteur numériquement, qui était déjà possible avant, mais qui va se démocratiser, va donner une sorte de deuxième souffle à l'art cinétique, avec la répétition, avec le contrôle, avec une forme d'aléatoire contrôlé, avec des robots d'artistes, non pas des robots industriels, mais aussi des robots industriels qui vont venir de l'art. Peut-être qu'on leur parlera. Et puis, il y a aussi une chose qui est très importante, comme tu viens de le dire, le prototypage, et j'ajouterais même l'usinage. Donc, la sculpture, si on pense mouvement cinétique, typiquement des années 60, avec des gens comme Roulieu-Parc et quantité d'autres, va vivre progressivement avec les années 90, 2000, sa révolution. On a exposé il y a 2 ans Samuel Saint-Ombin avec sa machine qui rangeait des graineries. C'est une machine qui est contrôlée, c'est de l'art cinétique contrôlé, ça raconte un petit peu autre chose, en effet. Et avec le prototypage, tout le monde peut faire de l'objet à la maison. Alors ça, c'est intéressant, même si souvent c'est un peu une fausse promesse parce qu'on se dit qu'on va matérialiser tout et puis au final on est toujours un petit peu déçu par ces objets. Avec la découpe laser, c'est pas tout à fait pareil. Mais avec l'usinage en usine où on peut découper avec une finesse extrême du marbre noir, avec ces machines à contrôle numérique, là, la sculpture, me semble-t-il, avec l'esprit Fab Lab, les machines à contrôle numérique, le contrôle des moteurs, la sculpture est véritablement en train d'être totalement révolutionnée, y compris dans ses formes guillemets traditionnelles. Et la sculpture, c'est intéressant parce que la sculpture grecque qu'on évoquait tout à l'heure avec le ciseau de fer, finalement, elle va être copiée dans le bon sens du terme par les Romains, copiée, recopiée dans les bons sens du terme dans l'art classique du 19e. Et puis aujourd'hui, on fait ou refait des sculptures à la manière des anciens, mais avec ces machines à contrôle numérique qui permettent d'autres formes, d'autres détails, d'autres pensées. Et même Yomé Plensa, à un moment donné, je l'ai vu par-dessus l'épaule de son assistante ou assistant modélisé en 3D. Donc il y a l'entrée, la sortie, l'esthétique de Vaillant avec ses facettes, l'esthétique polygonale qu'on a en jeu vidéo dans l'image, qu'on a aussi aujourd'hui en sculpture. Donc tout ça, on voit ce qui en fait, comme tu le disais, c'est aussi assez compliqué, même parfois pour le spectateur à s'y retrouver. Pour le théoricien, le critique, le commissaire, c'est pas facile parce que des fois, on ne sait plus où les ranger, les œuvres. Alors on arrête de les ranger, finalement, et c'est très bien.